Pour faire peut-être une bonne introduction, tu es un investisseur immobilier. Yes. C'est que tu achètes des montagnes. C'est Exact. pas des terrains, des montagnes. Tu achètes des montagnes, ils les redéveloppent, ils le vendent. Ça fait plus de 10 ans que je baigne dans le développement de terrain, les chalets locatifs, ces choses-là. J'avais démarré à l'époque une business de chalets locatifs, puis par la suite, j'ai appris sur le terrain, pour pas faire de jeu de mots, en vendant des terrains. Fait que j'ai appris comment ça fonctionnait. Puis avec le temps, je me suis associé avec Alexis. On a fondé ensemble les gars de terrain. Pour faire une longue histoire courte, quand on a commencé dans nos 22 ou 23 mois d'activité, quand on a commencé, on a réussi à faire l'acquisition de 50 millions de pieds carrés à peu près, sans avoir recours à de financement, sans avoir de prêts, sans avoir beaucoup d'argent en poche. Puis on a monté ça à 50 millions de pieds carrés, 5 projets dans la Naudière, 100% libre de dette. Puis la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était pendant que tu étais à l'extérieur. Tu étais dans quel pays exactement dans les À Caraïbes? Nassau, en fait. Nassau. Ouais, j'habite à Nassau. J'ai acheté une maison là, ça fait 1 an et demi passé. 1 an et demi, hein? Puis, ouais, on a vendu le M Resort qu'on habitait, dans le fond, avant à Sainte-Béatrix. Parce que j'étais dans la Naudière. Comme tous mes projets de développement de terrain sont dans la Naudière, on habitait là, tu sais. Puis, avec le temps, ces projets-là sont devenus à maturité. Puis là, tu sais, moi, je suis un passionné. J'aime la voile, j'aime le sud. J'aime la vie au soleil avec l'eau turquoise. Je pense que tout le monde aime ça, mais j'avais le privilège d'être capable de me permettre de m'acheter une maison là-bas. Puis, tu sais, c'est une longue histoire, mais au début, on devait vivre sur le bateau. Tu sais, c'était notre première idée. Quand j'ai mis le dépôt sur le catamaran, j'ai commandé un catamaran neuf, j'avais jamais fait de voile de ma vie. J'avais conduit un canot, là, pour te donner une idée. Fait que j'avais jamais fait ça de ma vie, mais j'aimais le principe de liberté du voilier. Puis là, j'ai acheté un catamaran qui, initialement, devait être notre maison pour 1 an ou 2. Tu sais, on devait partir de la Méditerranée, faire le tour du monde un peu, là, tu sais, puis se rendre... Bref, on allait voir au fil du temps, tu sais, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, mais c'était ça notre plan initial, tu sais, d'habiter avec la famille, puis de se promener partout dans le monde pendant 1 an ou 2. Mais dans les faits, c'est super cool, tu sais, autour d'une coupe de vin avec des chums de dire ça, mais ça reste que c'est une idée de marde, dans le fond. Pourquoi? Parce Ça a que, l'air ben, tu sais, inutile comme idée. ça dépend. Il y a des gens qui sont faits pour ça, tu sais, il y a des gens qui sont faits pour ça, mais, tu sais, moi, réparer, faire de l'entretien, tu sais, je suis manuel, mais j'haïs ça, j'ai pas de patience. Je suis pas ce gars-là, tu sais. Tu te coinces au milieu de l'océan, Mais là, tu tu sais, dois te réparer. faut que tu gères, puis, Ouais. tu sais, moi... c'est ça, j'ai pas la patience, en fait. C'est pas ça qui me fait triper. Puis là, j'ai réalisé que, dans le fond, j'étais plus le gars qui voulait vivre ces expériences-là, mais sans me casser la tête. Puis aussi, Marie me disait, ben tu sais, Max, l'école à la maison, sur un bateau. Puis, tu sais, Marie, elle a le mal de mer aussi, une fois de temps en temps. Ok. Fait que là, ouais, tu sais, moi, j'avais déjà mis le dépôt sur le bateau, tu sais. Puis là, en cours de route, comme ça prend 2 ans à construire un bateau, ben là, en jasant à travers ce temps-là, elle dit, ouais, peut-être acheter une maison, tu sais, avoir un pied à terre, ça pourrait être une bonne idée. Fait que là, j'ai décidé d'acheter une maison, finalement, à Nassau, dans les Bahamas. Puis j'ai trouvé une maison, j'ai 120 pieds de quai en avant de chez nous. Dans le fond, c'est un canal. J'étais à même pas 100 mètres de l'océan. Fait que je sors avec mon bateau est parké en avant de chez nous, puis je peux Donc, tu aller... as finalement pris le bateau. Ouais, j'ai pris les deux. Mais je veux dire, j'ai fait les deux. C'est que j'ai transformé le projet de bateau en business. Fait que là, les gens qui veulent veulent prendre des vacances pendant une semaine, ils veulent aller dans les Exuma. On offre un service 5 stars avec un chef expérimenté, capitaine expérimenté. Vraiment un truc de fou. Là. Tu viens avec tes amis, ta famille. C'est comme un all-inclusive, mais basé sur qu'est-ce que toi, tu as envie de vivre comme expérience, qu'est-ce que tu as envie de manger. Fait que c'est vraiment une belle expérience. Avant toi, j'ai jamais entendu parler de ce pays, Nassau. En fait, c'est les Bahamas, mais Nassau... Bahamas, c'est le pays. Exact. Ouais. Bahamas, c'est 700 îles, en fait. OK. C'est un bel archipel. Ouais. Puis dans les Bahamas, il y a... Exact. Il y a Nassau, dans le fond, qui est l'île de Nassau. Puis OK. là, t'as plein d'îles autour. Quelle langue tu parles là-bas? C'est anglais. C'est anglais, OK. Ouais, exact. Il y a certains pays qui parlent le français aussi, à côté. C'est que anglophone, les Bahamas, là, majoritairement. C'est sûr que, tu sais,
comme partout dans le monde, c'est quand même multiculturel. Tu sais, mes enfants, ils vont à l'école privée là-bas, puis il y a des gens de l'Autriche, il y a des Américains, il y a des... Ah oui, OK. Il y a, Le monde qui il y a vit des là-bas. Chinois, il y a des Bahamiens, il y a vraiment toutes sortes de monde. Ça, c'est l'autre aspect qui est cool pour l'éducation des enfants. Pourquoi, à travers tous les pays dans les Caraïbes que tu peux choisir, République dominicaine, En fait, pourquoi là-bas? les Bahamas, c'est le pays le plus riche des Caraïbes. Il y a beaucoup de gens successful qui traînent là-bas. Premièrement, c'est aussi anglophone. Fait que, ça simplifie beaucoup de choses. L'économie est bonne. Pour la business de bateau aussi, c'est tellement simple de faire vivre des expériences phénoménales aux gens parce que je sors de chez nous, puis il y a plein d'îles, il y a plein d'options, il y a plein de trajectoires qu'on peut faire en bateau versus, c'est peut-être plus complexe en République. Je veux dire, tu pars en bateau, tu vas dans l'océan, tu reviens, tu fais pas une ride, mettons, c'est pas la même chose, en fait. C'est vraiment pas la même chose. Puis, c'est les plus belles plages au monde. Je veux dire, les Exuma, si t'es jamais allé là, il faut que tu y ailles absolument. C'est vraiment phénoménal. Fait qu'il y avait beaucoup de points positifs, finalement, d'aller là-bas. Mais au début, moi, je devais aller en Guadeloupe. En fait, c'est dans les Antilles. Puis, j'avais signé une promesse d'achat là-bas pour acheter une maison. Puis finalement, j'ai réussi à me sortir de ça puis acheter dans les Bahamas. Mais c'est un de mes amis qui m'a appelé puis qui m'a dit « Hey Max, tu sais, pourquoi tu viens pas dans les Bahamas? » Lui, il habite déjà là-bas. Puis il y a une couple de Québécois qui habitent là-bas, une couple de Canadiens. Fait que, bref, après mon meeting avec lui, il m'a dit « Hey, passe à la maison, viens faire un tour, puis tu prendras ta décision, tu sais, après. » Fait que j'étais allé chez eux pendant 10 jours. Puis c'est sûr que ce gars-là, il est vraiment, vraiment inspirant. C'est une personne qui m'inspire beaucoup. Fait que ça a aidé beaucoup de me démontrer tous les aspects positifs d'être là-bas, tu sais. Mais principalement, c'est parce que c'est proche de tout, tu sais. Je veux dire, je prends l'avion, j'étais à même pas 40 minutes de la Floride. Tu sais, il y a des vols régulièrement Montréal-Nassau. Direct. Il y a beaucoup de vols directs, tu sais. Il y a une période dans l'année où il y a beaucoup de vols directs, puis il y a une saison morte aussi dans les vols d'avion, tu sais, où il y a des escales, mais en tout et partout, c'est facile, tu sais. Comme moi, je reviens souvent ici au Québec, fait que, tu sais... C'est-tu un 3-4 heures? C'est à peu près 3h30, ouais. OK, c'est pas si peur. Sauf que si tu as une escale de 1 heure, ben, ça te prend 6 heures, tu sais. Tu vis vraiment le rêve de beaucoup de Québécois qui ont envie de faire ça, c'est-à-dire les snowbirds. Ouais. Ils font les snowbirds, qu'est-ce qu'ils font c'est que plus tard, dans leur cinquantaine, dans leur soixantaine, ils commencent à planifier leur itinéraire pour aller puis des fois en Floride, en République dominicaine, au Mexique. Maintenant, c'est devenu de plus en plus populaire. Toi, tu fais dans tes 40 ans. Je vais avoir 40 bientôt. Tu vas avoir 40. Exact. Impressionnant. Ça impressionnant. Ouais. Et c'est comment faire les deux ponts, c'est-à-dire entre le Québec et les Nassau, les Bahamas, c'est genre... Comment tu dis... Tu sais, vivre sa vie de rêve, comme tu l'as dit, ça vient toujours avec un lot de défis. Là. Tu sais, souvent, les gens, ils vont voir le résultat, tu sais, mais tous les challenges que tu vis, t'en fais pas la promotion nécessairement. Tu sais, je veux dire, tu parles à n'importe quel entrepreneur, peu importe l'ampleur du projet, c'est sûr que là, on parle de changer de pays. Là, tu sais, juste, je fais une parenthèse, là, à quel point j'ai une bonne équipe avec ma famille. Tu sais, ma blonde, ma femme plutôt, ça fait 15 ans. Tu sais. Moi, quand j'ai acheté le bateau, j'y ai annoncé, je dis, mon cœur, je viens d'acheter un bateau. Tu sais. Fait que elle a appris quand je l'ai acheté, puis j'ai fait un peu la même chose avec la maison. Tu sais, j'étais allé voir mon chum Marc dans les Bahamas, puis quand je suis revenu à la maison, ben j'ai dit à ma femme, by the way, j'ai acheté une maison, on déménage dans 6 mois. Parenthèse. Ça serait très facile pour moi de te vendre des choses. Parce que tu sais, dans la majorité des objections des clients, c'est « laisse-moi parler à ta femme ». Ouais, exact. Toi, c'est ta en fait, c'est que... C'est parfait, ça. On veut des clients comme ça. C'est pas des moves égoïstes, puis je pense juste à moi, là, parce que des fois, le monde, bon, il peut dire, bon, il fait tout ce que lui, il veut, puis il consulte jamais sa femme. C'est pas vraiment ça, la vérité. Sauf que je sais qu'elle elle voulait vivre dans le Sud, on s'en parlait, tout ça. Puis à un moment donné, ben j'ai eu un coup de cœur pour une place. Puis ça fitait avec le bateau, tu sais, avec le canal en face, puis j'ai mon bateau en avant de chez nous. Tu sais, c'était vraiment le rêve ultime. Fait que moi, j'ai tout de suite fait une offre
pas remboursé, avec un dépôt non remboursable, pas de conditions. Puis je suis revenu, puis on avait pas le choix, puis je pouvais pas laisser passer cette opportunité-là. Puis j'ai vraiment eu un excellent prix. Puis bon, après ces décisions-là, ça m'a amené un run-marée de challenge inimaginable là, que, pour de vrai, je me demande comment j'ai fait. Mais 6 mois plus tard, on loadait des containers, puis on shippait ça dans les Bahamas. Puis j'ai acheté ça, j'avais même pas encore vendu ma maison, tu sais. Fait que je dis, garde, on va trouver une solution, puis les choses se placent. Puis dans la vie, je pense que quand tu te mets le pied dans l'engrenage, ben soit tu passes dans le tordeur ou soit tu trouves une solution pour t'en sortir, tu sais. Ça, c'est un aspect des entrepreneurs, surtout ceux qui réussissent, c'est ils sautent de l'avion sans parachute, puis ils construisent leur parachute dans les airs. Ben, si tu attends d'avoir toutes les réponses, tu le fais peut-être pas ou pas tout de suite. Puis plus tu attends, plus tu te crées des insécurités parce que plus tu attends, plus tu apprends ce que tu es en train de faire. Puis là, ben, ça t'amène plein d'objectifs, plein de défis que tu n'as peut-être pas vus. Puis là, ben, tu sais, ça pourrait arriver que tu te dégonfles finalement. T'sais. Mais un coup que c'est fait, puis que tu as passé à travers, ben là, le résultat, il est. T'sais, tout le monde me dit, hey, c'est malade, c'est malade. Tu sais, qu'est-ce que tu fais? Mais... Ce que j'ai remarqué des entrepreneurs que je connais qui sont connus, qui font bien, c'est que souvent, ils ont ce type de personnalité, c'est-à-dire qu'ils se lancent dans la merde, puis ils se débrouillent après. Right? Les Patrice Ménard de ce monde, les Luc Poirier, et si on monte à les Américains, les Elon Musk, les Jeff Bezos, tout ce monde-là. C'est que si tu es trop perfectionné, tu attends le bon moment, des fois, tu ne trouveras jamais le bon moment. Tandis que si tu te mets derrière un mur, puis tout ce que tu peux faire, c'est avancer, là, tu trouves des solutions. Parce que tu sais que tu es coincé. Si tu es débrouillard à la fin de la journée, tu sais, puis faire confiance à la vie aussi, là, je veux dire, à un moment donné, tu sais, moi, j'ai perdu mes 2 parents, dans le fond, fait que comme, tu sais, je peux relate avec les gens qui ont perdu des proches, puis de comprendre que la vie, tu sais, c'est une chandelle, finalement, tu sais. Puis la chandelle, elle brûle, puis à un moment donné, t'as plus de cire, fait que qu'est-ce qui arrive? La flamme s'éteint, tu sais. Mais je suis aussi conscient que t'as peut-être une chandelle qui est flambant neuve, mais il peut y avoir un coup de vent aussi, tu sais. Puis là, ben, la flamme s'éteint aussi, fait que, tu sais, le temps est quand même compté. Fait que moi, ayant perdu ma mère très jeune, puis mon père il y a quelques années, tu sais, l'urgence de vivre a toujours été présente dans ma vie, même quand j'étais jeune, tu sais. Fait que j'ai plus peur de mourir, mettons, que de faire faillite ou de me planter sur un projet. Fait que ça, quand tu mets ça dans une balance, ben, tu te dis dans le fond, tu sais, j'ai pas le cancer, je suis pas en train de mourir, je suis pas en phase terminale. Fait que comme, fais ce que tu as envie de faire. Puis à un moment donné, ben, tout le monde a des défis, là. Tu sais, peu importe dans quoi tu vas te lancer, moi, tu sais, j'ai écrit un livre pour mes enfants, by the way, puis j'ai écrit dedans, ben, tu sais, tu vas devoir traverser la rivière de marde, tu sais. Puis ça se peut qu'en traversant, tu te ramasses une gorgée, tu sais. L'histoire derrière ton livre, c'est que ce que j'ai appris à travers les vidéos que tu as déjà faites, c'est t'as écrit, en fait, ta mère, elle a écrit 12 pages avant qu'elle décède. Et t'es bien informé. J'essaie de mon mieux. Et tu voulais écrire un livre parce que tu aurais aimé ça avoir plus de pages de ta mère. Exact. Tu sais, quand elle est décédée, elle a écrit 12 pages où elle parle... En fait, elle a écrit ça pour moi, mon frère puis mon père, qui était encore en vie à l'époque. Puis dans son 12 pages, ben, tu sais, elle s'adressait à Dieu, elle s'adressait à l'univers, puis elle écrivait comment elle voyait l'amour, tu sais, mettons, c'est quoi l'amour, tu sais. Peux-tu me dire plus? C'est comment, si ça te dérange pas, ben comment écoute, qu'elle voyait l'amour? Je peux te lire l'extrait, dans le fond, si tu veux. Je peux te lire ça. Puis pour de vrai, ça en dit long sur beaucoup de choses, tu sais, quand tu regardes comment les gens vivent leur vie en relation, puis tout ça. Puis moi, ben, ça m'a aidé à peut-être mettre les priorités aux bonnes places. Fait que c'est vraiment, tu sais, c'est vraiment puissant, qu'est-ce qu'elle a écrit. Puis je pense que tout le monde devrait suivre ça. Mais elle a écrit « Mais qu'est-ce que l'amour? C'est de laisser tout l'espace et la liberté aux autres personnes. C'est aussi s'octroyer son propre espace et sa propre liberté. Aimer, c'est respecter et accepter ce que les autres désirent accomplir dans leur vie.
L'amour, c'est apprendre à respecter et accepter le désir ou l'opinion de l'autre personne, même si tu n'es pas d'accord et même si tu ne comprends pas. L'amour, c'est aussi donner et guider sans attente. Puis moi, puis ça, c'est un extrait, là, petit sur les 12 pages, puis elle parlait aussi du subconscient, puis tout ça. Fait que là, tu sais, moi, je suis le genre de kid, tu sais, à 18 ans, que j'ai lu Réfléchissez, devenez riche, puis tu sais, tous ces livres-là, tu sais. Fait que quand j'ai lu ça à 18 ans, puis j'ai vu que ma mère parlait de ça, je me suis dit, fuck, ça marche, cette affaire-là, dans le fond, tu sais. Fait que, bref, elle a écrit 12 pages, puis moi, je me suis dit, hey, j'aurais aimé ça en lire 200, 300, tu sais. Parce que quand, de ton vivant, tu vis, puis que tu as des défis, puis que tu acquiers ce qu'on appelle de l'expérience dans la vie, ben clairement que si tu prenais le cerveau de tes parents, puis tu te mettais une petite chip dans la tête, puis tu voyais tout ce qu'on a vu, toutes les situations, tous les contextes, bien, c'est sûr que ça t'amène une vision plus claire de beaucoup de choses. Puis oui, tu vas peut-être... En fait, tu vas avoir ton propre chemin à toi, puis tu vas avoir ta propre disquette à toi, tu sais, sur comment tu vois la vie. Mais moi, ça m'a influencé juste 12 pages sur comment vivre ma vie, tu sais. Fait qu'imagine, fait que moi, je me suis dit, hey, je pourrais écrire un livre pour mes enfants. Puis là, ben, j'ai appelé ça mes 6 principes pour une vie sur mesure. Puis là, ben, tu sais, ça fait longtemps, ça fait 7 ans que j'ai écrit ça quand même. C'est sûr que je devrais le réécrire puis l'updater à aujourd'hui parce que j'étais à des années-lumière aujourd'hui de où est-ce que j'étais il y a 7 ans, on est d'accord. Mais j'ai parlé des finances, les relations, la spiritualité, tu sais, les affaires aussi, les finances, tu sais. Tu sais, tu le sais, dans le fond, t'es un gars qui est très éveillé niveau finance, niveau chiffres, c'est ta business. Mais tu sais, à la fin de la journée, qui est éduqué, tu sais, sur ça? C'est quoi les traps de la société, tu sais, dans le fond, en affaires, même, je parle de la santé, tu sais, je veux que mes enfants, ils se disent, aïe, OK, c'est le même qui pensait mon père, OK. Mais eux, après, ils font leur propre chemin, mais au moins, j'ai quand même une influence sur eux si demain matin, je suis plus là. Parce que je peux te dire que les 12 pages de ma mère ont bien plus de valeur dans ma tête quand j'étais un kid puis aujourd'hui. Parce que ça a bien plus de valeur depuis qu'elle n'est plus là, tu sais. Fait que c'est la seule chose que t'as qui te reste d'elle, qu'elle a écrit. Fait que tu peux pas t'obstiner avec ça. Tu sais, fait que tu peux challenger des idées dans la vie, tout le monde peut le faire. Sauf que moi, je trouvais ça hot, tu sais, d'avoir le privilège d'avoir ça entre les mains. Fait que j'ai écrit un livre pour mes kids, puis je me suis dit, hey, si demain matin, il m'arrive de quoi, ben ils vont avoir une idée quand même de comment je voyais certaines choses dans la vie, tu sais, certains créneaux dans la vie de tout le monde, tu sais. Impressionnant. Impressionnant. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé de ton projet. Ça, c'est justement juste écrire un livre, écrire des pages pour tes enfants. J'ai toujours voulu interviewer mes parents. C'est-à-dire en podcast pour apprendre un peu parce que mes parents, c'est pas du monde qui sont très bavards. Ils parlent pas un peu de leur expérience parce qu'ils ont vécu des traumas. Puis c'est quelque chose qu'ils ont laissé ça de côté. Puis je connais pas nécessairement leur vie comme j'aurais voulu connaître, comme qu'elle était, comment ma mère quand elle était plus jeune. C'est fou pareil quand tu penses à ça. Comment mon père était, c'est qui ses amis, c'est quoi ses philosophies, c'est quoi ses conneries. J'aurais voulu apprendre tout ça, mais c'est un homme avec c'est un homme avec pas de grands mots, mon père. Il le montre, mais il en parle pas beaucoup, donc j'aimerais ça les forcer à être sur notre podcast, comme ça ils vont Ça, tu réussis? Bah oui, certainement, je vais le faire. J'ai voulu faire ça avec mes grands-parents qui sont dernièrement décédés au Sri Lanka. Je voulais aller là-bas pour filmer. Malheureusement, merci. Malheureusement, il me reste encore une grand-mère. Alors, j'aimerais ça le faire probablement cette année ou l'année prochaine. Je vais aller rapidement pour faire ce podcast, juste pour apprendre un peu l'arbre, comment on appelle ça, l'arbre? L'arbre généalogique. Généalogique, exactement. Je comprends parce que, tu sais, je viens d'ailleurs, tu vois, j'ai immigré ici à l'âge de 8. Je suis dans ma trentaine aujourd'hui, 31. Alors, je suis plus québécois que Sri Lankais, mais par contre, j'ai quand même vécu là-bas. Jusqu'à l'âge de 8, tu as une bonne mémoire de la guerre civile, de la génocide. Donc, tout ce que j'ai vécu, les camps de réfugiés que j'ai dû déplacer avec ma mère et mon frère. Alors, j'aimerais savoir ces versions. Puis, j'ai écouté une vidéo de PBD, pas PDD, PBD, Patrick Bet-David. Ouais, exact. Il disait que, tu sais, on a cet avantage d'être dans un monde
technologique où aujourd'hui, les vidéos que tu vas faire, ben, c'est comme un livre. Right? Tous les podcasts que je fais aujourd'hui, c'est comme des livres. C'est-à-dire que plus tard, tes enfants, puis tes c'est quoi les futurs, l'enfant des enfants? C'est les futurs enfants. Ouais, on a l'habitude de dire arrière-grand-mère. Exact. La génération à venir, on va l'appeler comme ça. Ils vont savoir c'est qui ces jeunes, ils vont pouvoir écouter si ça leur intéresse. Alors, tout ce qu'on fait, toi puis moi, aujourd'hui, ben, ça va rester pour l'éternité. Alors, c'est pour ça que je fais ce que je fais. Et j'aurais voulu faire depuis l'âge de 8 ans, de me vlogger puis de faire des trucs. Mais je me suis réveillé beaucoup plus tard, mais on a cet avantage donc, de faire le plus de contenu possible parce que ça, c'est aussi un répertoire pour nos enfants. Définitivement. Nos futurs enfants, des enfants. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aime. C'est passionnant ce que je fais. Qu'est-ce que tu fais? Puis l'autre chose, c'est comment que je t'ai connu, c'est à travers Antoine. Il m'a parlé bien de toi. J'avais fait mon premier site web. Avant, c'était moi qui faisais mes sites web, puis j'ai donné l'opportunité à Antoine de faire ses sites web. Mon premier site web quand j'étais chez Planiprêt, c'est comme ça que j'ai appris à te connaître, puis j'ai rapidement aimé le personnage. Puis ce que je me suis rendu compte après, quand je t'ai rencontré pour la première fois, c'est exactement le même personnage. Et c'est ça, donc, puis aujourd'hui, pour faire peut-être une bonne introduction, parce qu'on parle, j'aime ça, ce concept qu'on a juste commencé à parler. T'es un investisseur immobilier. Ouais. Pour ceux qui se demandent comment ils gagnent sa vie, c'est que tu achètes des montagnes. C'est pas des terrains, des montagnes. C'est flyer le gars. Il achète des montagnes, il les redéveloppe, il le vend. Ouais. Et c'est un peu ce que tu fais. Donc, c'est possible pour toi de faire à distance parce que c'est l'acquisition, tout ça. Exactement. En fait, ça fait plus de 10 ans que je baigne dans le développement de terrain, les chalets locatifs, ces choses-là. J'avais démarré à l'époque une business de chalet locatif, puis par la suite, j'ai appris sur le terrain, pour pas faire de jeu de mots, en vendant des terrains. Fait que j'ai appris comment ça fonctionnait. Puis avec le temps, je me suis associé avec Alexis, puis on a fondé ensemble les gars de terrain. Puis les gars de terrain, dans le fond, c'est de l'acquisition de masse, puis on construit des rues, on fait du lotissement de masse. On a loti des centaines de terrains. Dans le fond, pour faire une longue histoire courte, quand on a commencé dans nos 22 ou 23 mois d'activité, quand on a commencé, on a réussi à faire l'acquisition de 50 millions de pieds carrés à peu près, sans avoir recours à de financement, sans avoir de prêts, sans avoir beaucoup d'argent en poche. Puis on a monté ça à 50 millions de pieds carrés, 5 projets dans la Naudière, 100% libre de dette. Fait qu'on s'est autofinancé seul à chaque étape. Petit à petit, on a fait quelques bonnes transactions, quelques flips, quelques lotissements. Fait qu'on a rapidement fait beaucoup d'argent pour être capable d'acheter des montagnes. Puis là, ben, après ça, c'était de peindre la vision, c'était de montrer aux gens où on s'en allait, qu'est-ce qui nous motivait, partager qui on est, dans le fond, parce que les gens, à la fin, ils t'achètent toi, comme on disait tantôt, est-ce que les gens, ils t'apprécient? Est-ce qu'ils te font confiance? Est-ce qu'il y a un track record qui peut dire, ben, tu sais quoi, ce gars-là, ce qu'il dit, ben, ça tient la route, c'est vérifiable, c'est en immobilier. Fait que c'est ce qu'on a fait. Puis, pour de vrai, c'est dur à dire la valeur de tout ça, mettons. J'ai jamais engagé un évaluateur pour évaluer tout ça, mais tu sais, on parle de plusieurs dizaines de millions peut-être. T'sais. Bon, on en a vendu beaucoup là-dedans, mais c'est quand même fou, parce que souvent les gens ils se disent « Ouais, c'est impossible, devenir millionnaire rapidement en immobilier, c'est une long shot, ça prend 20 ans. » La majorité des profils qu'on voit en immobilier, c'est des vieux bonhommes qui ont fait ça toute leur vie, dans le fond, mais il y a des façons de faire qui peuvent peut-être accélérer le processus si tu sors un peu du lot. T'sais. Puis moi, j'ai tout le temps été un peu le mouton noir. T'sais. J'ai toujours fait des choses où il y avait un peu moins de monde, parce que où il y a moins de monde, il y a plus d'opportunités. Puis quelqu'un qui a accès à de l'information versus une autre qui n'a pas accès à l'information, ben on est à des années-lumière des résultats, parce que quand tu as l'information, ben c'est comme si à la bourse, quelqu'un te passe la POC sur une information. Bon, c'est un délit d'initié, tu n'as pas le droit de faire ça, ou je sais pas trop, là, c'est pas mon domaine. Présentement, ça compte plus. Regarde, Donald Trump,
Ouais. Il a fait gagner toutes ses chums Ouais, exact. avec les dernières Exact. nouvelles. T'as vu ce qu'il a fait? Ben, C'est quand il a crashé la bourse. Mhm. Puis il y a des mondes autour de lui qui ont fait des milliards de dollars parce qu'il savait quand il crashait. Puis il savait parce que dans le jump, il fait bouger l'économie, la 100%. bourse, tu vois. C'était quoi? C'était dernièrement, c'était quand il y a les tarifs. Quand il a annoncé les tarifs, Ouais, il savait que ça allait ouais, ouais. chuter. Donc, tous ces jumps, des Ils ont milliardaires, acheté. ils ont tout acheté, puis ils ont tout C'est vendu fou. tout de suite après. Ils ont failli. Donc, le président des États-Unis, il triche. Donc, c'est rendu ça. Exact. Mais tu sais, tout ça pour dire qu'à la fin, si t'as pas l'information, ben t'as pas l'opportunité. Non, clairement. Fait que c'est ça que j'ai commencé à faire depuis très longtemps, dans le fond, c'est de m'intéresser à un créneau plus méconnu. Puis à travers ça, ben, tu sais, tu deviens l'expert du méconnu. Fait que c'est sûr que tu es capable de saisir des bonnes opportunités et d'en créer. Puis c'est ça qui a vraiment fait notre succès, Alexis et moi, des dernières années, parce que on donne des millions chaque année en opportunités directement dans la poche de nos clients. Mais ça, tu sais, des fois, le monde dit « Ouais, mais là, tu perds des millions. Tu pourrais le faire toi-même. » Mais on mousse, puis on vient augmenter la vitesse de croisière de nos projets avec ça, puis on crée des success stories, tu sais, des gens qui commencent en immobilier. Puis d'ailleurs, Antoine, qui nous a présenté, c'est un bon exemple. Tu sais, lui, il a fait 40 000 je me souviens pas si c'est 2 ou 3 mois, tu sais, juste en entrant puis en sortant à cause d'une information, puis il fait pas d'immobilier, là, tu sais. Puis il y a du monde que il travaille fort pour peut-être faire ça, tu sais, avec un flip, 40 000 à travailler pendant 3 4 mois. Tu sais, Souvent, c'est des investisseurs passifs. Là. Ils font juste donner l'argent, puis après ça, exact, tu sais, mais c'est quand même, tu sais, même moi, je trouve ça, je le dis en toute humilité, mais je trouve ça impressionnant, puis je regarde en arrière, puis je me dis, aïe, ok, c'est quand même énorme, là, tu sais. On a levé 5 projets en même temps, là. On n'a pas fait 5 projets un après l'autre. En même temps, on a envoyé des pelles, on avait des trucks, des loaders partout, tu sais, sur nos projets. Puis, tu sais, ça nous coûtait peut-être 12 000 par jour, juste en dépenses, tu sais, pour lever tout ça. Mais, tu sais, on l'a fait, finalement. Ça se fait, tu sais. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet. On est là pour ça. Ouais? Let's Je go. veux les chiffres. Je veux savoir un peu comment ça fonctionne, ce créneau. T'inquiète pas, je vais pas demander combien tu fais, mais autour de ça. OK? Il n'y a pas de problème. Donc, d'abord, si tu devais comparer le développement des terrains et l'acquisition des multilogements, autoconstruction, je sais que tu es un grand fan de l'autre côté. Vends-moi, pourquoi tu préfères ce mode de vie que l'autre? Ben, il y aura toujours de bonnes opportunités dans n'importe quel des créneaux. Qu'on parle de plex, de terrain, de chalet, de commercial. C'est toujours par rapport au prix que tu paies. C'est toujours par rapport à est-ce que tu as fait une belle acquisition ou tu t'es fait vendre le concept que c'était bon d'avoir un 24 logements ou d'avoir un triplex. Puis que là, tu as acheté dans le marché de quelqu'un qui vendait, tu sais. Parce qu'il y a une mer entre les deux, dans le sens où si toi, tu arrives puis tu vas acheter un triplex demain matin, ça peut être une très, 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 très bonne opportunité. Mais moi, ce que je vois depuis 10 ans, c'est que je vois plein de formateurs qui t'expliquent comment t'acheter un plex et des milliers de personnes qui sortent de ces formations-là chaque semaine, qui arrivent dans le marché puis qui viennent un peu biaiser la patente parce que t'as plein de monde qui n'ont même pas les moyens de faire une transaction puis ils vont faire des offres. Fait que là, mettons qu'il y a un triplex demain matin à Blainville qui sort. Mais là, tu as un paquet de monde qui vont chasser le triplex. T'sais. Fait que tu te retrouves dans le marché avec 20, 30 offres d'achat sur le même building. T'sais, tu viens créer... Ça devient à la fin que les chiffres fonctionnent plus ou moins. Puis les gens, ben, ils le voient comme un compte épargne, finalement. Mais est-ce que c'est ça ton plan, d'avoir un compte épargne? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais un projet qui t'occasionne de la gestion, qui crée parfois des maux de tête, versus créer de la valeur? Parce que il y a un gros fossé entre les deux. Je veux dire, tu peux être le gars qui veut améliorer son sort, qui a une job 9 à 5, qui dit « Je vais m'acheter un triplex, je vais commencer avec ça, puis je vais refinancer, puis je vais faire ce qu'il faut comme ce que tout le monde fait. » Mais c'est super facile à comprendre. Dans un des deux créneaux, ben il y en a un qui a des milliers de personnes qui ont accès à la même information, ou presque, qui vont aller dans le marché essayer de chasser la même proie. Puis, de l'autre côté, tu peux
comprendre comment créer de la valeur sur la base de l'immobilier qui est le terrain. Regarde les plus riches au Québec en immobilier. Est-ce qu'ils ont beaucoup de terrain? C'est tous des gars de terrain, finalement, quand tu regardes ça. Tu regardes Luc Poirier, c'est du terrain. À part Luc Poirier, tu sais, Ray, ce qu'il a créé avec Cité Mirabel, on part de la base que c'est le terrain. Tu sais, si demain matin, tu veux créer ce que Ray a créé, mettons, mais dans le temps de Montréal, exemple, on s'entend-tu que le market, ça fait combien d'années qu'il y a une croissance hallucinante? Fait que tu sais, il y a toujours des opportunités, mais tu es toujours mieux servi si tu es le créateur de tes opportunités, puis que tu as des éléments qui viennent te pousser, qui te favorisent. Puis c'est ce que j'explique aux gens. Puis je prends 1 minute pour expliquer que les gens comprennent vraiment comment on a fait. Mais si on avait fait le même scénario, par exemple, dans les Laurentides ou en Estrie, que ça fait 20 ans qu'il y a une croissance, notre coûtant au pied carré ne serait pas le même. Notre coûtant de développement ne serait pas le même. Parce qu'on est dans une région où il y a un potentiel de croissance qui est phénoménal. Puis pourquoi que là, c'est là que ça se passe, puis c'est pas il y a 20 ans? C'est juste une question d'accessibilité. Tu sais, l'immobilier, c'est basé sur la démographie. Okay? La moitié du Québec, là, on est 8 millions et des poussières, bientôt 9. La moitié, il y habite où? Dans le Grand Montréal. Tu sais, si on prend Rive-Nord, Rive-Sud, Montréal, il y a à peu près ça, 4,5 millions d'humains qui vivent là. Fait que si tu es dans un endroit où il y a 4,5 millions d'humains qui vivent là, puis là, ils se disent, il y a 20 ans peut-être, ou 25 ans, on prolonge l'autoroute 15. Qu'est-ce qui arrive? C'est comme une fourmilière qui dit, hein, on peut passer par là, hein, des montagnes, des plans d'eau. Wow, je veux un chalet. Puis ils ont prolongé l'autoroute 10. Ah, ouais, on peut aller là aussi. Aïe, c'était écœurant. Moi, ça arrive ça, j'aime mieux l'Estrie. Mais let's go. Fait que ça a explosé. Mais en 2013, là, ils ont ouvert le pont de la 25. Mais le pont de la 25, c'est un artère. Où est-ce que la démographie fait que. Même principe, c'est que là, maintenant, c'est facile de se rendre. Il y a un accès direct. Mais la prochaine étape, c'est quoi? Est-ce que tu es mieux payer 300 000 ton terrain pour te faire un chalet ou la moitié prix parce que tu es dans la Naudière, parce que c'est en développement? Bien, la croissance des valeurs est devant nous, tout simplement. Fait que créer, c'est sûr que... puis, ça, je dis pas que c'est pas bon de le faire dans la Naudière ou dans l'Estrie, parce que je reviens à ce que j'ai dit il y a 1 minute. Des bonnes opportunités, il y en a partout. Tu pourrais saisir une très bonne opportunité dans n'importe quelle des régions du Québec. À la fin, c'est toujours, est-ce que tu achètes bien? Est-ce qu'il y a des éléments favorables à ton investissement qui ne comptent pas seulement sur tes efforts et tes idées? Parce que quand tu es propulsé par une région, tu sais, la Naudière est plus grand que toi et moi. Puis, avec ou sans nous, il y a une croissance. Fait que c'est des éléments comme ça qui viennent favoriser. Puis, il y a des timings dans tout, dans la vie, tu sais. Timing is everything, comme on dit en anglais. Fait que c'est ça, je pense, qui fait la différence. C'est de devenir un créateur de richesse, créateur de valeur, versus acheter un produit que quelqu'un veut te vendre. Parce que un Plex, dans mon livre à moi, c'est le produit que quelqu'un veut te vendre. Il est là, il existe, il est dans un marché connu, avec une valeur connue, avec des comparables vendus autour, mais tu payes le prix que ça vaut, tu comprends? Si tu payes le prix que ça vaut, demain, si tu veux t'en départir, tu vas le vendre quel prix? Le prix que ça vaut. Fait que c'est là la grosse différence. Et les plus expérimentés au niveau des investisseurs, ils peuvent évidemment débattre. C'est-à-dire qu'il y a des opportunités, comme tu as dit, à Montréal, à Laval, dans les métropolitaines où ça fait 200 ans que ça développe, parce qu'ils connaissent le marché, ils voient où il y a peut-être un défaut, les avis de 60 jours et tout ça, où tu peux vraiment acheter à bas prix. 100%. Il y a ce genre de personnes, mais en fait, tu sais, il y a plein d'opportunités. Là. Je dis vraiment pas que c'est pas bon. Moi, j'ai choisi celui-là parce qu'il y a moins de monde au BAT. Il y a moins de monde à la chasse. Et tu as oublié la chose la plus importante, ou selon moi, quelque chose qui est intéressant. Moins de gestion aussi. Hein? Moins de gestion. Ben, c'est sûr que ça. Tu sais, quand on fait les projets, c'est sûr que ça demande une gestion accrue, mais quand c'est fait, c'est fait. Ouais. Fait qu'après ça, c'est sûr que c'est plus simple. Je parle aussi de la gestion de locataires. Right? Ah, exact. Ça, c'est sûr quand on parle d'humain, on parle de problème. Right? Donc, exact. Donc, quand tu as 1000 portes... On est quoi, le 8 juillet, live ou quelque chose, le 9? Je me souviens pas, mais je voyais à chaque année sur Facebook, le 1er juillet, tout le monde publie les logements détruits, les trucs. Puis c'est ça, c'est une minorité. Là, le but, c'est pas de dire que c'est toujours de la merde. C'est pas vrai. Il y a des histoires d'horreur aussi dans le chalet locatif en villégiature. Mais tous les créneaux sont bons si tu sais
comment faire puis comment créer de la valeur. Mais moi, je suis le gars en immobilier qui dit t'es toujours mieux de créer de la valeur que d'être le gars qui achète ce qu'on essaie de te vendre. Parce qu'il n'y a plus de place à d'opportunités où là, tu es rendu dans l'autre catégorie qui est ah ouais, il faudrait optimiser, tu sais. Cool, mais pourquoi tu crées pas de la valeur puis tu n'optimises pas tes idées pour qu'à la fin, la valeur elle soit exponentielle, tu sais? Ouais, ça vient avec aussi cette caractéristique où tu dois être bon en branding, en réseaux sociaux, en marketing. C'est sûr Tu dois créer l'anticipation, tu vois. 100%, mais l'idée, c'est de créer un buzz, tu sais. Puis le meilleur exemple que moi, je peux te donner, que il est vérifiable, c'est, tu sais, le M-Resort, là, quand j'ai parti cette idée-là, c'est un gros projet. Puis je l'ai fait dans un village de 1800 habitants où il n'y a pas d'épicerie, où il n'y a rien à faire, ou presque. Puis le monde, il me disait, mais il n'y a personne qui va louer ça, ça. Tu comprends? Mais le brand était tellement bon. Mais moi, j'étais tout le temps le gars qui disait, ben, tu vas venir dans mon buzz. Tu comprends? Genre, je vais t'attirer dans qu'est-ce que je fais tellement que ça va être hot, tu vas vouloir venir. Puis je l'ai rempli, la capacité du calendrier, tu sais, avec ce projet-là, quand c'était l'allocation court terme, tout ça. Ça a été hallucinant, la demande. Puis écoute, tous les médias ont parlé de nous autres, la presse, le Devoir. Si tu vas sur mon site, tu peux cliquer tous les articles. Là, tu l'as vendu, n'est-ce pas? Moi, je l'ai vendu l'année passée. Mais, tu sais, si j'écoutais les gens, ils me disaient que c'était pas la meilleure idée sur la Terre. Mais en même temps, il y a toujours une façon d'attirer les gens pour qu'ils viennent chez vous si, justement, tu fais un bon brand, tu t'impliques, tu partages, tu sais, moi, j'ai partagé le personnage que je suis, puis les gens ont suivi le projet. Fait que j'ai stimulé l'intérêt qui, initialement, peut-être n'était pas là parce que ça n'existait pas. Mais moi, je crois que tu peux créer où tu veux si tu as des bonnes idées, si tu es capable de mettre de l'avant ta personne, puis tu as le couteau entre les dents, tu sais. D'un matin, il y a du monde qui se réveille, ils se mettent le couteau entre les dents, puis ils s'en vont en chasse, mais je te garantis qu'à la fin de la journée, ils vont manger quelque chose, tu sais. Puis il y en a d'autres qui disent ouais, pas vu, pas rien trouvé, j'ai faim, tu sais. Mais c'est une question d'attitude, je pense. T'as tellement bien dit parce que si je regarde un peu, exemple, mon événement Elevate que j'ai fondé l'année passée, c'était le 15 février qu'on avait fait la première conférence, 900 personnes. J'ai jamais fait de conférence de ma vie, ni pour 50 personnes, non plus pour 100, 200, 300. Très cool, man. De 0 à 900, merci. Et 0 à 100, 0 à 900 personnes d'un coup, sur un coup de tête. Et la raison pourquoi il est fait, c'est parce qu'on m'a fait chier. On m'a fait chier que la personne que je voulais pas venir car j'avais pas l'expérience. C'était justement Patrick Bet-David. Alors, c'est-à-dire qu'ils étaient très respectueux, mais moi, je voulais l'amener à Montréal pour faire un événement. Ils m'ont dit qu'il coûte tant et que ça, c'était pas un problème pour moi. Et la deuxième critère qui était important pour eux, c'est l'expérience. Parce qu'ils ne voulaient pas nécessairement amener quelqu'un de si connu et que la moitié de la salle est vide. Et ça, c'est une risque réputationnel pour eux. Alors ça m'a vraiment donné cette flamme dans mes yeux pour leur prouver le contraire. Et j'ai réussi à faire l'événement et remplir 900 personnes. Et heureusement, la vie a fait en sorte que j'ai réussi à avoir quelqu'un d'encore plus intéressant, je dirais, dans le même niveau, Ryan Serhant, Daniel G, Sugar Sammy, Olivier Primo. Et j'ai rassemblé tous ces superstars, ces Avengers pour la première conférence. Puis j'ai vendu l'idée. Tu sais, ce que j'ai compris avec l'événementiel, avec l'expérience, c'est que même si tu as le pape comme conférencier, c'est toi qui dois vendre. 100%. C'est toi qui dois vendre parce que, oui, les gens vont être curieux de savoir qu'est-ce qui se passe, mais personne ne va payer 400-500$ s'ils ne voient pas la valeur. Puis des fois, la valeur, c'est toi qui dois le développer. C'est toi qui dois partager qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre. Alors, pendant une période de 4 mois de campagne, man, je suis allé all-in à la guerre. Mais tu vois, ça, c'est le meilleur exemple que tu aurais pu dire. Tu as créé de la valeur avec une idée. On s'entend que c'est ça la façon, selon moi, la plus smart de sortir son épingle du jeu puis de réussir financièrement parce que t'es le créateur. Regarde n'importe quel créateur, c'est tout le temps les gens qui t'inspirent puis tu te dis « Wow, OK, il est parti de ça puis il a amené ça à ce niveau-là. »
Mais c'est là où je crois que, en tout cas, c'est ma vision des choses. Il y a des gens aussi qui sont chanceux, puis ils font des millions. J'aime ça dire, il y en a qui ont eu le coup de grâce de Dieu. Hein, que tout ce qui touche, ça fonctionne. Mais malheureusement, dans mon cas, moi, je dois mettre les efforts. Peut-être un peu de coup de grâce des deux, mais la majorité du temps, je dois mettre de l'effort. Et l'autre chose que je voulais faire, peut-être réfléchir les gens, avec ce que Max vient de me partager, c'est tous les gens qui réussissent à grande échelle, les millionnaires, les multimillionnaires, les décamillionnaires, les milliardaires. Si vous réanalysez, c'est tous des créateurs. Ils n'ont pas acheté une compagnie pour optimiser. Soit il y en a, mais la majorité qu'on connaît, c'est tous des créateurs. J'étais les premiers à lancer l'idée. C'est un peu, ça fait réfléchir. Deuxième chose que je trouve super intéressant, c'est le fait que tu l'as fait sans financement. Et j'ai même commenté là-dessus quand tu m'as expliqué la première fois que tu ne vas pas chercher de financement. Ça me fait chier parce que tu me donnes pas de business. Ben, là, il y a d'autres façons de faire de travailler avec toi. Mais ce que je voulais dire, c'est que tu sais, je regarde Luc Poirier qui a acheté un gros terrain, mais si tu allais avec un prêteur privé à 20 millions de financement, c'est sûr que là, aujourd'hui, on parlera pas de Luc Poirier parce qu'il il serait probablement pas dans le parage. Parce que, tu sais, 20 millions à 12% d'intérêt, même si tu peux avoir à 8%, c'est lourd. Right? Exact. Et la meilleure façon de faire, c'est de lever des fonds. Right? Et c'est drôle que tu me parles de tout ça. Puis c'est drôle que tu me parles de gens qui... Les gens, habituellement, qui lèvent des fonds, c'est des gens qui dégagent la confiance, que tu as envie d'investir avec eux. Parce que la semaine prochaine, je fais mon premier défi Raising Capital. Donc, j'apprends à n'importe qui veut embarquer dans le challenge sur 5 jours, comment lever des fonds. Et un des sujets, c'est la confiance. Qui es-tu comme personne? Est-ce que tu dégages la confiance? Et parmi d'autres choses que j'apprends, c'est sur 5 jours. Donc, c'est 1 heure par jour pendant 5 jours. Je sais pas pourquoi je suis crédible, pourquoi j'en 5. C'est parce que j'ai levé plus d'une vingtaine de millions depuis l'âge de 25. Mon premier million, je l'ai levé à 25 ans. Et comment j'ai fait? J'ai fait 100 deals, juste avec mes mots. Juste avec mes mots, utiliser les bons mots au bon moment et parler son langage. Right? Qu'est-ce que lui il veut en retour. Et ça, c'est mon premier million. Puis par la suite, j'ai levé plus d'une vingtaine. Je suis beaucoup dans le prêt privé. Dernièrement, on prend l'argent pour pouvoir investir ailleurs. Ça peut être intéressant qu'on discute plus tard. But, toi, tu l'as fait justement en levant des fonds. Parle-moi un peu plus de pourquoi. Est-ce que c'est parce que justement, tu n'as pas payé d'intérêt? En fait, ça dépend c'est quoi ta définition de lever des fonds. Mais je vais t'expliquer qu'est-ce qu'on a fait pour que tu vois que, tu sais, à la fin, en fait, quand on a commencé, Alex et moi, là, on a acheté un terrain, okay? un lot unique. Il n'y avait pas de développement, il n'y avait pas de subdivision, il n'y avait rien de ça. On a acheté un lot unique. Mais comme ça fait 10 ans que je suis dans ce secteur-là, mais je suis capable facilement de voir si c'est une bonne ou une mauvaise opportunité. Puis comment ça a démarré, les gars de terrain, c'est que à un moment donné, Alexis m'arrive avec une promesse d'achat, puis lui, tu sais, il faisait pas ça avant, il faisait du paysagement. Puis il me disait, hey, dis-tu bon, ça, tu sais? Puis je regarde ça, puis je dis, hey, c'est bon, c'est un petit lot, mais on peut le revendre, tu sais, rapidement. Fait qu'on avait payé ça 64 000. Fait qu'on a mis 32 000 piastres chaque. N'importe qui peut trouver 32 000 là, si tu l'as pas dans ton compte. Fait qu'on a acheté ça. On a sorti chacun 32 000 piastres. On l'a acheté. Puis je l'ai revendu 2 semaines après 118 000. Quelque chose comme ça. Fait que là, c'est pas la grosse passe, on s'entend. Sauf que là, on repartait. On avait 118. Fait que là, on s'est dit, hey, on va acheter le voisin. On a acheté le voisin. Lui était un petit peu plus cher, 72 000, si ma mémoire est bonne. On l'a revendu 120, tu sais. Tout ça, c'est dans le même 5 semaines à peu près, tu sais. Fait que là, ben, on avait un petit chunk, tu sais, pour jouer encore, puis continuer à faire ça. Puis ce qu'on a fait après, c'est qu'on a acheté un restant de projet à Chersey, à Montagny. Montagny, tu sais, on s'entend qu'il fait pas du développement de terrain dans le Nord, mais je me souviens pas c'était quoi l'histoire. Je pense que... il avait récupéré ça parce qu'il était prêteur ou je ne sais quoi, l'histoire, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais lui, il avait ça à vendre. Puis on a réussi à acheter ça pour à peu près l'argent qu'on avait avec les 2 derniers deals. On a acheté ça, puis on a subdivisé ça en plusieurs lots.
Puis en l'espace de 90 jours, ben, j'ai tout vendu ces terrains-là. Fait que là, on était rendu, je pense qu'on a fait, je sais pas, 600 000 de profit. Fait que là, tu sais, en 60 jours, on avait déjà fait beaucoup de sous. Fait que là, ben, après ça, c'est toutes des choses comme ça, en fait. Tu sais, dans le fond, je pourrais continuer. Mais on a continué à faire ça. Puis à un moment donné, on s'est dit, c'est quoi? On va créer de la valeur. On va acheter des dizaines de millions de pieds carrés. Fait que là, on magasinait des montagnes ou des flancs de montagne qui étaient à vendre. Puis la vérité, c'est qu'Alexis, c'est le gars qui allait les chercher. Fait que souvent, c'était même pas à vendre. Puis on trouvait des spots puis qui fitaient avec qu'est-ce qu'on recherchait. Fait que c'est comme ça qu'à un moment donné, on s'est auto-financé. Tu sais, je veux dire, ça coûtait 200 000 d'hydro, on faisait un chèque, puis on le payait. Puis après ça, ben on partageait notre vision avec des gens, on remplissait des bosses, on faisait des visites, on faisait des formations gratuites, on invitait le monde à voir qu'est-ce que... Tu sais, j'expliquais la philosophie qu'on avait en immobilier pour voir comment ça peut être intéressant pour toi qui commence, tu sais. Pourquoi que tu irais faire ce que tout le monde fait si tu peux te démarquer? Fait que là, on a commencé à créer de la valeur, mais à partager cette grosse start-là d'opportunités avec plein de monde en laissant sur la table. Fait que, tu sais, on a beaucoup de gens qui ont fait des projets à travers nos projets, mais que déjà, ils passaient chez le notaire, ils se mettaient un 50 000, un 100 000 d'impoche. Ou tout dépendamment, c'est quel projet, quel terrain, quel scénario. Mais dans la majorité des cas, on donnait des cadeaux. On moussait le tout avec l'aspect de communauté. T'sais. À la fin, nous, on veut que globalement, ton projet soit sa coche. Fait que même si nous, on vend juste le terrain, on est encore là après. Fait que ça a créé comme une genre de grosse famille dans notre communauté de clients. Puis ça devient des amis aussi. Fait que c'est là où on a créé vraiment la valeur. Puis on en a loti tellement des terrains. Fait que toute cette croissance-là fait qu'on a réussi à s'autofinancer. Fait que quand on trouvait une montagne à acheter, ben, on était capable de la payer au complet. Fait qu'on n'a jamais eu un seul dollar de financement de aucun prêteur privé ou de banque. Puis c'est comme ça qu'on a Quand construit. je parle de levée de fonds, est-ce que je parle aussi des investisseurs que c'est ta tante, ta grand-mère? Rien. OK, personne d'autre. Rien. OK. Est-ce que tu dirais que tu aurais pu peut-être avancer plus vite en achetant ou tu étais vraiment contre, tu voulais juste aller à ton... 100%, mais tu sais, quand tu es sur un air d'aller, tu sais, je disais tantôt, quand tu as le couteau entre les dents puis tu vas à la chasse, si tu es sur un air d'aller puis où tu vas à la pêche, puis là, tu es d'une place. Tu sais, je me souviens, j'étais allé à la pêche pendant une semaine dans les Caraïbes, puis à un moment donné, on a trouvé une palette de bois qui flottait, puis tu sais, là, on a ramassé 4 maïs, on a ramassé des red snappers. Mon gars, c'était comme l'Eldorado, mon gars, du pêcheur. Mais, tu sais, l'opportunité était là, puis on l'a saisi, puis ça a été une super de bonne pêche. Fait que c'est sûr que tu peux aller plus vite, c'est sûr que je suis 100% d'accord. On s'entend que comme il y a plus d'argent que de deals, puis toi, ça s'est donné que la majorité des deals, tu avais l'argent pour pouvoir les financer, mais... Mais j'aurais vraiment apprécié d'avoir du financement, mais on était tellement dans le feu de l'action, on était tellement sans arrêt à faire ce qu'on faisait qu'à chaque fois, on se disait, tu sais, on a essayé de faire des demandes, honnêtement, à un moment donné, mais c'était compliqué, tu sais, financer une rue, ça se fait pas. Je veux dire, il n'y a aucune banque qui voit... Pour eux, c'est trop risqué. Il y a tout le temps des solutions, ça, je suis d'accord, il y a tout le temps des solutions. Mais nous, on a choisi de le faire comme ça. C'est vraiment cool à raconter parce que je connais personne qui a réussi à faire ça. Mais ça démontre juste le niveau de débrouillardise de l'entrepreneur en arrière. Puis ça met en sécurité tous tes clients. Ils se disent, OK, mais tu investis dans un projet où il n'y a pas de dette, il n'y a pas de créancier. Tu sais, mettons, tu investis dans un projet où il y a, je sais pas, quelqu'un gère mal ses affaires puis il se doit les fesses. Mais tantôt, ça peut impacter négativement ton investissement. Tu sais, c'est des choses comme ça que je crois qui. En tout cas, moi je suis vraiment fier de ça. Je vais pouvoir raconter ça toute ma vie, puis ça reste la réalité. Mais je te mentirais pas que, tu sais, quand j'ai acheté ma maison, mettons, à Nassau, mon rêve, c'était d'avoir du financement, tu sais. Puis j'ai pas réussi à en avoir, puis c'était compliqué parce que j'étais un expat, tu sais, dans le fond. En tout cas, c'était complexe. Fait que, tu sais, il a fallu que je paye ma maison cash, puis là, ben, j'étais là, tu sais, c'est... Comme le bateau, c'est la même affaire. J'ai pas eu de financement. Mais
moi, je suis un peu spécial. Tu me demandes de t'envoyer 5 papiers, puis j'ai goût de vomir, tu comprends? Fait que là, moi, comme quand ça devient trop compliqué, je me dis... C'est pour ça qu'il y a Marie-Pascale, oui. Exact, exact. Mais tu sais, tu vois, d'ailleurs, elle serait ici, puis elle dirait, ouais, parle-moi en pas, j'aime mieux quand on finance pas. Mais tu sais, faire sa part, ben, tu sais, j'ai tellement confiance en mes capacités de gérer ça que j'ai réussi toujours à le faire. Mais si j'avais quelqu'un là, qui s'occupait de ce dossier-là à mes côtés puis qui gérerait tout ce que j'ai pas envie de gérer, c'est sûr, à 200% que j'irais vers l'option du financement parce que c'est plus simple, c'est plus smart, tu peux faire plus de choses avec ton argent des fois. Tu peux mieux travailler tes deals. C'est le levier où tu Exact, mets le moins d'argent exact. pour aller chercher le plus de projets possible. Puis si vous avez un momentum déjà de trouver ces deals, d'aller chercher du financement, écoute, il y a quelqu'un ici qui peut certainement t'aider. On te parle de moi, bien sûr. Non, mais là, tu regardais par là, tu dis, y a-tu un gars, un surprise guest? Donc, on fait des levées de fonds. On a des millions en gestion, puis on fait du financement. Donc, il y a la possibilité de juste aller en équité, la possibilité d'aller en intérêt, bien sûr, et dans prêt privé, puis l'autre, c'est les banques. Les banques, pour les terrains, oublie ça. Ça ne fonctionnera pas, mais les deux options, ça fonctionne parce que tu vois, lever de fonds, ce que j'aime, c'est que tu mets le moins d'argent, puis tu es capable d'aller chercher le plus de... Sais-tu qu'est-ce qui est cool? Je fais juste une petite parenthèse. Nous, on a, avec une institution financière connue, on a le financement pour nos clients. On peut pas faire financer une montagne, mais mettons, demain, tu vas acheter un terrain sans sortir $1 de tes poches. On le fait avec une institution financière. Puis c'est possible maintenant de financer du terrain à la pièce dans un projet. Donc, $1 pour $1, tu veux dire, c'est ça? Tu sors $0, tu as OK. un financement 100% OK. sur nos projets. Donc, ça, c'est pour tes clients, toi. En tout cas, à date, ça dépend toujours de la santé financière du projet. C'est une institution financière ou c'est Ouais. plus un prêt privé? Institution financière. Et Mais nous, on fait aussi du financement. Ouais. Si tu vas au registre foncier et tu regardes, mettons, l'eau par l'eau, nos rues, des fois, tu vois des jardins ou tu vois les gars de terrain. Parce qu'on a développé aussi une formule de financement. On a financé plusieurs millions de dollars vu qu'on l'avait en équité puis qu'on, dans le fond, il n'y avait pas d'autres créanciers. Fait qu'on peut toujours être en premier rang puis faire... T'agis comme un prêteur. Exact, comme Ok. la banque. Ouais. Fait qu'on avait des termes, même une hypothèque que la banque. OK. Avec les mêmes taux d'intérêt? Des fois mieux. On a fait du financement 0%, du financement. Est-ce que tu le fais encore ou c'est plus dans les années On où... le fait encore, mais là, comment on fonctionne maintenant, c'est 1% par année de terme. Tu finances 5 ans, c'est 5%. Tu finances 20 ans. Tu finances, on ne fait pas de 20 ans, mais tu finances 10 ans maximum, c'est 10%. Mais pour toi, l'avantage, c'est pas nécessairement faire des sous. Il n'y a aucun avantage de le faire. C'est juste pour vendre. Il n'y a aucun avantage parce que nous, on paye de l'impôt sur le non perçu. Puis ça, c'est l'affaire qui, quand je te disais tantôt qu'à un moment donné, j'ai réalisé que j'avais pas de financement pour la maison, le bateau, la facture arrivait. À un moment donné, tu sais, nous, on est à jour dans nos impôts, on paye tous nos impôts. Mais comme on n'a pas toutes les connaissances dans tous les créneaux d'envie, ben la fiscalité puis la comptabilité, moi, c'est pas ma force. Puis à un moment donné, ben on reçoit un petit courriel de notre comptable. Hey, les boys, un jeudi, tu sais, il faudrait envoyer 1,2 million avant lundi parce que vous avez fait pour plusieurs millions de financement l'année passée. Puis ça, l'impôt n'a pas été payé là-dessus. On n'a pas reçu l'argent. C'était mon premier réflexe parce que c'est pas moi qui gère ça. Fait que il y a du monde qui écoute ça et vont dire ben t'es donc ben épais, ça se peut, ça. Ouais, des fois, je suis épais. Mais là mais ça, mettons, c'était une surprise pour nous autres. Fait que tu sais, quand tu regardes ça, c'est pas payant parce que on finance des millions, on paye de l'impôt sur des millions qu'on n'a pas reçus pour faire un taux d'intérêt qui est minable dans le marché. Mais on aide des gens, par exemple. C'est ça, donc si j'ai bien compris, c'est que c'est parce que si tu as de l'argent et que tu as la possibilité de le placer, tu veux toujours le meilleur rendement. 100%. Et si tu dis que tu veux aller chercher un petit peu plus agressif pour battre tout le marché, quand tu peux faire le 12%, tu te charges 5% comme les banques, c'est parce que tu as la possibilité de vendre plus vite. Right? Donc, tu vas oui, mais aussi, tu as l'opportunité d'aider des gens qui ne passeraient pas avec la banque. Certainement. Puis, tu sais, nous, ça nous a coûté cher d'apprendre que d'aider des gens, c'est pas toujours la meilleure chose à faire dans la colonne Excel, mettons, de chiffres. Sauf que on l'a toujours fait de bon cœur.
Puis on le fait encore, malgré qu'on a eu cette surprise-là. Parce que la meilleure publicité, c'est quelqu'un qui est capable de dire ce que tu as fait pour lui puis ou elle, puis comment ça l'a aidé à peut-être changer sa trajectoire, faire ses projets. T'sais. Ça t'as-tu déjà tenté de peut-être ouvrir l'horizon pour d'autres projets à 5%? Parce que moi, je vais avoir des clients montants, mon chum. mais tu sais, là, tellement... Tu sais, l'inflation, c'est quoi, 5-6%? Là? Je n'ai pas suivi ça, mais tu sais, c'est à peu près ça annuellement, là, l'inflation. Puis tu sais, on a fait beaucoup de financements, nous, à 2,99%. On a fait des financements à, si ma mémoire est bonne, c'était moins 5% d'intérêt. Puis là, on dit moins 5%. Ouais, tu faisais tes paiements, tu mettais ta mise de fonds, puis à la fin de ton terme, on te signait un chèque. En fait, on te donnait 5% de rendement si tu achetais un terrain. Tu sais, quand il y a eu le taux d'intérêt à 7%, là, 6, 7, 7%, puis là, tout le monde capotait, puis tu es en train de devenir fou. Je dis que sinon, on va sortir une promotion que personne ne va être capable d'accoter, négative. Tu sais, ben, il y a un montage là, que je pourrais t'expliquer un autre tantôt, mais à la fin de la journée, ben, on en a fait du financement à 0%, puis des choses comme ça, tu sais. Mais quand tu as le levier où tu es le propriétaire du terrain et tout ça, mais je pense que ça. Tant et si longtemps que tu ne perds pas d'argent, parce que tu Tu perds perds pas l'inflation, mettons, tu sais, parce que tu sais, la prise de valeur, tu le perds dans le temps parce que tu n'as pas reçu l'argent tout de suite. Puis tu perds l'impôt. Mais tu perds l'impôt. Tu as prépayé l'impôt sur de l'argent que tu n'as pas reçu. Fait que, tu sais, mettons, à refaire, est-ce qu'on ferait la même chose? On le ferait peut-être mais différemment. tu n'as pas récupéré sur la vente? Sinon. Mais si moi, je te vends un terrain à 150 000 demain matin, puis je t'en finance 100. Mettons, je fais ça avec 10 personnes. C'est 1 million en financement. Je ne l'ai pas reçu. T'es d'accord? Parce que tu ne demandes pas de l'intérêt. Mais en fait, que j'en demande ou non, j'ai pas reçu le 100 000 à la fin de l'année. Pas encore, non. Ben moi, il faut que je paye l'impôt quand même sur le 100 000 que j'ai pas reçu. Fait que si je paye 28-26% d'impôt, ben c'est 250, 260, 280 000 que je dois envoyer au gouvernement, mais j'ai reçu 0 sur le million. C'est intéressant la structure. Parce que si tu prêtes 100 000 Ouais. et que dans un an, ils ne te remboursent pas, et puis sur le 100 000, mettons que tu charges 1% mensuel, c'est un 12% annuel. Tu payes 50% sur le 12%. Non. Et là, tu payes Ouais, exact. Mais là, tu payes sur la transaction. le capital. La transaction est faite. Fait que tu payes l'impôt sur la vente. Ah, ok. Mais tu n'as pas reçu l'argent. Ok, ouais, c'est parce que. Ouais. Tu comprends? Tu l'as- Fait que, tu sais, mettons, financé. mathématiquement, ça fait aucun sens de faire je ça, comprends. tu comprends? Si tu Mais vends les quelque gens, quand ils réalisent ça, tu sais, il y a personne. Puis là, tu sais, le monde va dire que je suis un épais, mais il y a personne d'intelligent qui fait ça, tu sais. Tu comprends? Mais nous, on a appris que ça n'avait pas de sens. Tu le fais de faire plus, ça. On le fait encore pour certaines personnes, mais ce qu'on a décidé de faire, c'est quand les gens vont avec un financement conventionnel, qui est très, très hot d'ailleurs, que n'importe qui pourrait avoir accès, ben là, on fait des cadeaux. Fait que dans le fond, on partage encore cette richesse-là, cette opportunité-là avec notre monde. Mais, tu sais, c'est sûr que des fois, c'est des gens qu'on connaît pas, puis on se met au bat pour eux, basé sur le feu qu'ils ont dans les yeux, basé sur l'ambition qu'ils ont. Mais leur situation ne leur permet pas, mettons, de passer avec une institution financière conventionnelle. Ben nous, on mise sur quelqu'un qu'on connaît même pas, tu sais. On se met à risque, on paye de l'impôt sur des montants qu'on n'a pas reçus. On vient de geler dans le marché une transaction qui, si on l'avait juste laissé là, on n'aurait pas payé d'impôt, on aurait fait l'inflation, tu sais, à chaque année, puis on aurait pu vendre ce produit-là l'année d'après au prix du marché, tu sais. Mais on l'a fait pour plein de bonnes raisons. Puis à la fin, tu sais, on regrette pas de l'avoir fait, c'est sûr, mais tu prends sur tes épaules le rêve de beaucoup de monde, puis des fois, tu peux pas toujours être dans les souliers de tout le monde pour voir si t'as-tu misé sur le bon cheval. T'sais. Mais à la fin de la journée, on a vendu des centaines de terrains. T'sais. Je m'inquiète pas pour toi. Tu comprends? Mais quand tout est arrivé en même temps, moi, je capotais. Là, je veux dire, j'ai pas fait des millions toute ma vie. Là, je veux dire, j'ai réussi super bien, puis j'ai réussi à me bâtir une vie de rêve, mais des fois, le monde ils disait « Ah, toi, c'est facile, ta vie, c'est parfait. » Mais ça, je l'ai dit tantôt, ça vient que sur l'autre défi. Quand moi, j'ai mis le dépôt sur le bateau, là, c'était 400 000. J'ai mis le dépôt sur le bateau. C'est un bateau d'à peu près 2 millions canadiens, mettons.
avec toutes les options puis toutes les dépenses qui venaient avec. Moi, j'ai mis 400 000 de dépôt. Puis 2 ans plus tard, ben, il y avait la facture de la balance qui allait rentrer. Puis quand j'ai acheté la maison, j'ai mis un dépôt de 160 000 non remboursable. Puis la maison, ben, j'ai payé 1,2 US plus peut-être 100 000 de frais de gogos, de notaire. Puis ça coûte cher là-bas, man. Je pourrais te parler de ça un autre tantôt. Mais bref, c'est à peu près 2 millions canadiens. Mais dans le même mois, pour ne pas dire le même 2-3 semaines, ben là, j'apprends que j'ai pas de financement pour la maison. Fait que là, je veux pas perdre mon 160 000. Fait qu'il faut que je paye 2 millions en 87 jours parce que j'ai appris 3 jours après que j'ai signé ça. Fait que je devais payer 2 millions pour la maison. Puis dans la même période, les mêmes jours, semaines, ben là, j'ai un petit courriel du concessionnaire qui me dit Bonjour, M. Rondeau, on va être prêt pour recevoir la balance pour le bateau. T'sais. Puis c'était genre presque 1,6. T'sais. Fait que là, je devais payer 2 millions, 1,6. Là, c'était 3,6 millions qu'il faut que je paye parce que j'ai pas de financement. T'sais, sinon, je pars le bateau, je pars la maison. Fait que là, je me suis mis à vendre des terrains en fou. Puis ça a été notre plus grosse année qu'on a faite jusqu'à date. T'sais, on a vendu 84 terrains. Fait des mathématiques vite, là, mais on vend ça 150 000, peut-être 200 000. Et c'est quoi les caractéristiques que tu regardes avant de rentrer dans un projet au niveau de l'acquisition? Qu'est-ce qui est important pour toi? Parce qu'évidemment, une autoroute, exemple, tu veux acheter le terrain avant qu'elle arrive ou tu vas l'acheter parce qu'elle est là? Exemple, tu es dans les débuts. Ben, ouais. En fait, c'est quoi l'information que tu as par rapport à ça? C'est ça qu'il faut que tu regardes. Mhm. Parce qu'il y a de l'information qui est disponible, puis il y en a qui n'est pas disponible. Fait que faut que tu fasses un peu ton détective, puis que tu ailles à la quête d'informations. Puis il faut que tu évalues tout ce qui pourrait favoriser cet investissement-là. T'sais. Fait qu'on parle des trucs plus gros qui sont externes. Puis, je peux te donner un exemple que je parle à chaque fois. Je fais un zoom par semaine sur ce que je vais t'expliquer, mais ça dure 1 heure et demie. Mais mettons, un résumé, c'est que, quand le gouvernement décide quelque chose, là, puis mettons, ils refont le schéma d'aménagement, puis toutes les grandes affectations du territoire, vers quelle tendance on s'en va dans tel secteur, à la fin, c'est eux qui pèsent sur le bouton, puis qui disent c'est de même maintenant que ça se passe. On est d'accord là-dessus. Ok, je viens de comprendre. Fait que si tu es au courant que là, du jour au lendemain, le schéma d'aménagement du gouvernement provincial vient d'être déposé. T'es chum avec le premier ministre. C'est ça, Non. ça... Non. Comment il s'appelle déjà? Non, c'est pas mes potes. Je veux même pas qu'on mentionne leur nom. Mais tout ça pour dire que, tu sais, quand tu t'informes, puis tu as accès à de l'information, tu sais, qui lit le schéma d'aménagement avant de se coucher? Là, c'est l'affaire la plus plate au monde à aller. Mais c'est de l'information que le monde, ils veulent pas se faire chier à aller chercher, tu sais. Fait que ça, c'est un élément, mais c'est un élément macro incroyablement puissant qui vient jouer sur les investissements de tout le monde, tout dépendamment du créneau dans lequel tu es. Puis là, après ça, il y a l'élément de la région en tant que telle. Comme je disais, tu sais, pourquoi j'ai fait mes projets dans la Naudière avec Alexis, ben on voulait pas le faire ailleurs pour plein d'éléments qui favorisaient la Naudière. Exemple? Ben, exemple, l'artère que j'expliquais tantôt du pont de la 25 qui se rend maintenant dans la Naudière. Exemple, tout l'investissement qui se fait puis le développement. Tu es capable, t'appelles dans n'importe quelle municipalité, tu leur dis il y a eu combien de permis de construction délivrés l'année passée, l'année d'avant, depuis 3 ans. Puis tu es capable de savoir, avec ta propre petite analyse, est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction. Donc il y a plus de projets de construction. Ben, il y a plus d'activités économiques, il y a plus de monde qui arrive. Ils viennent d'ouvrir un Starbucks là. Tu sais, whatever. Tu sais, c'est un exemple pour te dire qu'il y a beaucoup d'éléments où tu peux te dire OK, ça c'est bon, ça c'est moins bon. Puis au-delà de ça, ben, tu sais, moi ce que je dis souvent à notre monde, c'est la vitesse de croisière du développeur vient jouer énormément sur ton investissement. Parce que si tu as un projet de, mettons, je sais pas moi, 25 terrains, OK, ou 50 terrains, mais ton nom c'est Fernand, tu as 65 ans, tu veux pas trop payer d'impôts, tu en vends 2 par année. Tu penses-tu que Fernand favorise ton investissement? Ben non, parce que ça avance à pas de tortue, puis lui, il veut pas trop en vendre. Fait que toi, t'es pogné dans son projet, mais versus, mettons, nous, qu'on va te vendre ça en 1 an, puis que là, il y a plein de monde qui arrive, qui débarque avec les pelles, qui font des chalets, qui investissent dans leur projet. C'est sûr, c'est pas la même game, tu sais. Fait que là, on part du gouvernement, on part de la région, on part du développeur. C'est plein d'éléments qui sont plus forts que
que le client qui arrive pour faire son projet. Ça, c'est tout ça qui favorise son investissement à lui. Même si c'est un petit investissement puis il commence. Fait que, tu sais, où t'es mieux de faire ton projet? C'est bien mieux de le faire avec nous autres. Mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais encore là, c'est les terrains que tu vends ou les terrains Les terrains qu'on vend? OK, les terrains qu'on vend. Mais les choix que nous, pour répondre à ta question, c'est les choix que nous, on fait, c'est l'analyse qu'on fait basée sur tout ce que je te parle pour en arriver à une conclusion de est-ce qu'on fait une bonne acquisition? Est-ce qu'il y a un potentiel de croissance pour nos clients et nous dans le projet? Puis à la fin, l'idée, c'est qu'on se tape tout dans la main puis que tout le monde a fait une bonne affaire. Tu sais, j'ai des clients, ça fait 7 terrains qui m'achètent, tu sais, où tu vois de la récurrence dans le terrain. Puis mettons que les gens qui veulent faire ce que tu fais, apparemment, tu donnais un cours ou tu vendais un cours? Ben, moi, j'ai monté un accompagnement, tu sais, là-dedans, mais, tu sais, je publicise pas vraiment ça. Ouais. Tu le fais encore si quelqu'un te demande? Si quelqu'un me demande, oui, je le fais, mais j'en fais pas une business. Tu sais, ma business, moi, c'est de faire du développement, c'est d'être sur le terrain pour pas faire de jeu de mots encore une fois, mais c'est ça que ce que j'explique dans l'accompagnement, c'est ce que moi, je fais à tous les jours. Puis si les gens veulent investir? Si les gens ils veulent investir, ben, ils peuvent m'appeler. Tu sais, on a plein d'opportunités d'investissement aussi, des micro... Tu sais, on les appelle les micro-développeurs, quelqu'un qui veut commencer puis qui veut être sûr de faire les bonnes choses. Tu sais, nous, on a toute l'information sur place. On a fait venir des biologistes, des arpenteurs, on a marché nos terrains avec des ingénieurs forestiers. Tu sais, il n'y a pas de surprise. On est capable de dire, regarde, voici ce terrain-là, voici le potentiel. Puis on le fait déjà avec des clients qui rentrent dans notre catégorie micro-développeurs. On a même financé 50% de leurs projets dans nos projets. Fait que, tu sais, la banque le fait pas, mais nous, on y croit tellement qu'on le fait pour beaucoup de nos clients, de financer leurs micro-projets parce qu'ils amènent de la vie dans notre projet. Ils nous amènent de la valeur aussi dans notre projet. Ils génèrent des transactions dans notre projet. Tu comprends? Fait que, tu sais, c'est incroyable qu'est-ce que tu peux créer. T'sais. Fait que peu importe ton niveau, même si tu commences puis tu veux faire une transaction en immobilier, puis tu n'as pas tous les éléments, ou il te manque une capacité d'emprunt, ou il te manque de l'argent, ou peu importe. Mais si tu es capable... Donc, j'ai dit, j'ai $1 million. Trouve-moi un développement où on va faire le double. 100% capable de faire ça. OK. 100%. Tu vas avoir des appels. Mais c'est vrai, puis je vais te le démontrer. Tu sais. Okay, dans le fond, tout est par rapport au prix que tu paies, puis ce que ça vaut. Puis après ça, si tu mets juste un peu de création là-dedans en plus, puis que tu es quelqu'un de motivé puis d'ambitieux, ben tu peux faire même plus que le double. Tu sais. Nice. C'est ça qui Donc, toi, tu es dans une machine qui imprime l'argent. Il faut juste que tu mets de l'argent pour qu'il imprime. Par exemple, moi, j'aime ça mettre le concept de Facebook Meta. Je sais pas si tu sponsorises tes ads ou quoi que ce soit, mais tu sais que si tu mets 5 000 et tu t'en fais 10, mais si tu mets 500, t'en fais 1 million. Exact. C'est une machine. Right? Exact. Donc, je pourrais pas dire... En fait, j'aurais pas la prétention de dire moi, j'imprime de l'argent parce que c'est pas vrai. mais tu sais, c'est... Il y a rien de facile, man, dans la vie. T'as la structure. Ce que je veux te dire, c'est que t'as la structure. Mais à un moment donné, avec le temps, tu sais, je vais avoir 40 ans le mois prochain. Tu sais, ça fait longtemps que je suis en affaires, ça fait 20 ans. Mais à un moment donné, tu développes, tu sais, ta capacité au risque, tu développes des connaissances, tu développes des skills, tu sais, puis... vu de l'extérieur, tout ça, ça a l'air facile, mais tu sais, je me casse le cul, pareil, je me fais chier comme tout le monde. Tu sais, même Luc Poirier, où il est rendu, il se fait encore chier, il y a des journées de marde aussi, puis c'est ça la vérité, c'est qu'il n'y a rien de simple. Ouais. Mais avec tes capacités, ce que je veux dire, c'est que maintenant que tu me donnes 1 million, je te donne 120 000 par année, parce que je te donne 12% de rendement. Alors, même chose pour toi, ce que je voulais dire, c'est que tu as l'expertise, tu as le momentum, tu as les connaissances, tu as l'information, donc quand on rentre avec toi, bon, c'est très bien que tu vas créer de la valeur. C'est sûr que tu es capable de mieux vérifier si le discours est vrai, parce que c'est de l'immobilier. Tu es capable, avec plein d'intervenants de l'extérieur, te dire, ben ouais, ça, c'est bon ou ça, c'est pas bon. Tu sais, mettons, tu achètes un terrain, puis pas de rapport de biologiste. Tout le monde, il regarde le nombre de pieds carrés, comment il paye du pied carré, puis là, il pense que c'est une opportunité. Des fois, peut-être que 80% de ton terrain, ça vaut pas de la merde, parce qu'il y a des grenouilles, il y a des tortues des bois, je ne sais quoi, des milieux humides. Fait que là, c'est comme, OK, mais ton coûtant au pied carré pour la superficie que tu peux développer, ils viennent de grimper de façon astronomique. T'sais. Est-ce que c'est un projet qui en vaut la peine? Non. T'sais, tu comprends? Ou oui, ça dépend du prix que tu as payé. Mais c'est
Tu sais, mettons quelqu'un qui m'arrive demain et me dit hey, Max, moi j'ai 1 million, je veux faire un projet. Mais ce que je vais te présenter, moi j'ai déjà fait les devoirs, je l'ai acheté. Fait que si moi je l'ai acheté, c'est parce que moi je le ferai. Je veux dire, à la fin, c'est. À un moment donné, il faut que tu choisisses aussi tes combats parce qu'il y a des opportunités, il y en arrive tout le temps. On vient de racheter Sans Arc là, il y a peut-être un mois. On continue d'acheter, on continue de trouver des opportunités. Mais à un moment donné, tu peux pas toutes les faire. T'sais. Est-ce que tu dirais que Luc Poirier, exemple, c'est le même stratégie que toi? C'est-à-dire qu'il achète le terrain, il voit que personne ne voudrait ce genre de terrain, avec une spéculation qu'un jour, il y a peut-être quelqu'un qui va pouvoir l'acheter. Moi, je pense que ce gars-là, il est vraiment impressionnant. Ouais. Puis il est très smart dans sa façon de développer. Mais il a aussi accès à de l'information souvent. Il comprend ce qu'il fait. Puis ça fait longtemps qu'il le fait. Fait qu'à un moment donné, ça amène beaucoup d'opportunités quand tu comprends ce que tu fais puis que tu es aussi connu comme lui. Fait que, tu sais, des opportunités de s'en faire pitcher à semaine longue aussi. Fait que sa capacité d'analyser ça, c'est sûr qu'avec le temps, elle devient plus rapide. Il est capable de voir si c'est bon ou si c'est pas bon, si ça en vaut la peine pour lui de s'investir là-dedans ou pas. Tu sais, moi, je fais ce que je connais. T'sais. Ce que je connais pas, je le fais pas. Puis quand je fais quelque chose que je connais pas puis que je le fais quand même, c'est parce que j'ai une passion. T'sais. J'ai parti une business de location de catamaran d'un autre pays, d'une autre langue, avec des règles qui ont rien à voir avec ceux d'ici. Ben, je suis un enfant dans ce domaine-là, tu comprends? Mais il y a la passion qui est là. Fait que même si tu connais pas tout, mais que ça te passionne, tu peux make it happen, tu sais, à la fin de la journée. Insane. Max, on arrive à la fin. Merci encore, une Plaisir, fois. man. Maintenant, j'aime ça te poser ces questions qui me donnent une meilleure idée de comment tu réfléchis, comment tu penses. Donc, si tu devais revenir en arrière, rentrer dans une machine à retourner dans le temps et donner 2-3 conseils aux jeunes Max qui commencent dans l'industrie, qu'est-ce que tu donnerais? Fais-toi confiance. Qu'est-ce que tu dirais? La meilleure personne pour prendre une décision, Ouais. c'est toi. Puis, dans la vie, on est quand même dans un monde de requins. Tout le monde veut t'influencer à poser une action qui leur est bénéfique dans presque la majorité des cas. Fait que ta meilleure capacité à développer, c'est de faire ta propre analyse, comprendre dans quoi tu t'apprêtes à t'embarquer, puis que la décision elle vienne de toi. Parce que oui, tu peux te faire influencer positivement, oui, tu peux apprendre de plein de monde. Mais à la fin de la journée, la meilleure opportunité, c'est celle que tu as retrouvée, selon moi. Parce que c'est toi qui l'as trouvée. Tu comprends? Fait que, tu sais, c'est sûr que quelqu'un qui vient me voir demain matin, qui dit hey, moi, j'ai 1 million à mettre sur la table, 100% que je peux l'aider à faire de l'argent. Mais moi, je suis passé avant pareil. Tu comprends? Fait que je dis ça, c'est pas vendeur pour 5 cents, mais je veux dire, c'est ça la vérité pareil. C'est qu'il y a des opportunités qui naissent de l'opportunité de quelqu'un d'autre. Puis si je reculais dans le temps, ben ce que j'aurais à dire aux gens, c'est fais-toi confiance. C'est sûr que si tu fais pas les efforts pour générer cette confiance-là, tu tournes en rond. Mais fais-toi confiance. Tu sais, moi, je regarde partout dans la vie, ben le bas blesse de tout le monde, c'est qu'ils n'ont pas confiance en eux, tu sais, dans le fond. Je veux du monde de 50 ans, 60 ans, pas confiance en eux. Ça fait toute ta vie que t'as pas confiance en toi, tu sais. Ouais. Mais moi, j'ai rien de plus que personne. Mais j'ai la faim, j'ai le feu, j'accepte pas, tu sais, d'échouer, tu sais. À un moment donné, je dis tout le temps à mes chums, je dis, moi, dans le film, à la fin, je meurs pas, là, tu sais, dans le sens où c'est pas moi le gars qui se fait manger le cou par un zombie, tu sais, à 15 minutes que le film est commencé. Je suis pas ce gars-là, tu comprends? Fait que, tu sais, je veux dire, c'est comme ça que j'ai l'image, tu sais, comme, mais t'as-tu cette attitude-là, tu sais? J'adore. C'est ça que je dirais à mon mini-moi, tu sais, mettons. J'adore ta mentalité. Puis, mettons que tu devais... euh, tu voulais donner un conseil au futur Max qui a 50. Hein? Moi, je lui dirais... Oh, non, non, excuse-moi. C'est pas la bonne question. En fait, mettons que tu rencontres le futur Max de 50 ans et qu'il revient vers le jour présent. Il te donne un conseil. Quel genre de conseil tu aimerais recevoir? Continue 10 ans, 10 ans, c'est loin, là. Ouais, mais j'ai la réponse très facile. Je suis persuadé qu'il me dirait le conseil suivant. Prends soin de ton monde, tes proches. Il n'y a rien de plus fort que les relations.
respecte ces gens-là, aime-les, donne-leur du temps. Puis pour de vrai, dans la vie, tu peux avoir tout l'argent sur la terre, mais du monde qui t'apprécie pour qui tu es pour de vrai, qui t'aime, qui vont tout faire pour toi, man, ça se compte même pas sur une main, tu sais. Puis c'est très rare. Fait que moi, je suis persuadé que si j'avais 20 ans de plus puis j'avais une conversation, probablement que c'est ce que je me donnerais comme conseil. Parce que quand tu as les relations, tu as la clé de toutes les portes, finalement. Qu'on parle de finances ou de n'importe quoi d'autre. I totally preach with that. J'avais fait un podcast avec Ryan Serhan, un courtier immobilier très connu, qui j'ai amené l'année passée à New York. Puis il dit ça, j'ai posé une question où qu'est-ce qu'il ferait de différent et tout. Il me dirait, mais écoute, man, s'il y a une guerre mondiale, puis qu'il y a des nuques qui tombent, nuques, on est tous morts là, mais mettons qu'il y a des bombes balistiques qui tombent partout, où là, toute l'économie arrête. Il n'y a pas d'opportunité, il n'y a rien. Genre, maintenant, c'est la survie. Ouais. Right? Qui est là pour toi? C'est tes proches, man. C'est tes proches. Les gens qui Puis ça m'a vraiment frappé parce que, évidemment, jeune que je suis, j'ai envie de pousser les choses et tout, mais il y a toujours ce côté familial qui est très important pour moi. Alors, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, damn, ça m'a vraiment frappé parce que je dis, you know what? Oui, je veux continuer à faire ce que je fais parce que je suis un gars très ambitieux dans la vie et je n'accepte rien de médiocre. Je veux les meilleures choses parce que je suis chanceux d'être ici. Alors, je veux prendre cette chance et amener à un autre niveau. Mais en même temps, je veux faire attention à mon monde puis faire bénéficier mon monde à travers cette aventure. Donc, j'admire ce que tu viens de me dire ici parce que je pense pareil. Et peut-être 2 dernières questions. Es-tu un lecteur? J'ai lu des centaines de livres, mais pour être bien franc, ça fait longtemps que j'ai pas lu un bon livre. OK. Mais si t'en as un bon à me référer, c'est sûr on a des centaines de livres. Mais ça fait longtemps, là. Puis je pensais à ça pas plus tard qu'hier que je devrais recommencer parce que c'est de la formation continue, des choses que tu as lues il y a 10 ans que tu lis aujourd'hui, tu le comprends différemment. Tu es un étudiant éternel, tu dois l'être. Exactement. OK, peut-être une autre question, sinon, ça serait si tu avais à donner un cours pour apprendre sur les terrains, puis l'optimisation, le zonage, tout ça. Donc, quel genre de cours que tu dirais? Est-ce que c'est le tien? Est-ce que c'est... Ben, 100% que c'est sûr que c'est la formation que j'ai montée parce que c'est ce que je fais. Puis, je veux dire, il n'y a pas grand gens qui ont fait... ça fait 10 ans là, que je baigne là-dedans. C'est combien d'heures ton cours? C'est 13 heures. 13 heures, OK. Exact. Mais si je m'adressais au grand public qui sont peut-être pas nécessairement des investisseurs dans le terrain, mais si j'avais un jour à coacher quelqu'un ou à écrire un autre livre ou à donner une formation quelconque, ben, je la donnerais définitivement sur la confiance en soi ou sur l'aspect de se dépasser en tant que personne puis d'avoir un équilibre dans ta vie parce que je vois tellement de monde que c'est des grinders mais ils ne voient pas leur enfant grandir ou ils ne s'impliquent pas dans plein d'affaires dans leur vie. Puis moi, je trouve ça, puis je veux pas insulter personne, mais je trouve ça pathétique que tu cours après ta carotte, puis il y a les êtres chers que tu as créés à côté de toi qui se privent de ton knowledge, de ton expérience, de ton temps, parce que tu cours après une carotte. C'est ça que j'aurais envie de faire un jour, tu sais. De montrer aux gens que, regarde, tout vient avec son lot de défis, mais il y a une façon de créer un équilibre tellement puissant dans ta vie, dans ta famille, dans tes relations, que tu fasses du terrain ou n'importe quoi d'autre, il y a une façon de bien le faire. Puis les gens, c'est pas des caves, ils le voient, tu sais, les gens qui sont équilibrés, les gens qui savent où ils s'en vont. Tu sais, quelqu'un qui a du tonus, quelqu'un qui a de la puissance, je pense que les plus grands qu'on connaît, c'est des gens qui sont stables, c'est des gens qui ont un bel équilibre dans toutes les sphères de leur vie. Puis c'est ça, un jour, que j'aimerais peut-être faire. Ça. Très inspirant, Max. Merci beaucoup encore une fois. Merci, mon ami. Et merci dernière question. Est-ce que tu vas être là en septembre, parmi nous, 18 et 19 septembre? La vérité, c'est que j'aimerais énormément être là. Oui, mais quoi? Mais je vais être dans les Bahamas. J'ai un tournage que je peux pas parler OK, Je m'en vais sur mon bateau dans la semaine de septembre, 18 et exactement. 19.
C'est la seule excuse que je permets. Mais sinon, je te jure sur ma vie, mais je peux même t'acheter un billet même si je ne vais pas pour t'encourager. J'apprécie. Mais c'est ça, j'aurais aimé ça pour de vrai parce que je parlais de ça hier en plus, tu sais. Puis je disais, ailleurs, j'étais pas là la première fois que tu l'as fait. Puis c'est à moins que j'arrive à faire un miracle, là, mais c'est 100% sûr que j'irai. À 100%. J'apprécie. C'est 2 jours, 1500 personnes. On veut pour reproduire ce qui se passe un peu aux États-Unis. Mm-hmm. Et on veut amener tout ce monde ici. En fait, c'est comme la Formule 1. Ça crée une économie touristique ici. Et on veut vraiment le faire avec le monde corpo. Puis pendant qu'on a du fun, on a de l'information. On a ces gens de partout dans le monde qui viennent partager. Puis, tu sais, mais moi, je tiens à dire quelque chose. Je suis un gars de l'extérieur. Je regarde tout ça. Je vois tout ce genre d'événements-là ou de trucs qui veulent de choses qu'ils veulent créer. Puis je te dis pas ça pour te lancer des fleurs, mais si j'avais à en choisir un, c'est celui-là que j'irais. Oh wow, j'apprécie. Et pourquoi? Parce que tu es un gars qui est vraiment très discipliné, tu es à ton affaire, tu vas chercher toujours le meilleur, puis t'amènes une nouvelle saveur au Québec. C'est cool, tu sais, un petit keb qui réussit, là, mais on réussit pas tant que ça au Québec quand tu regardes ailleurs. Puis on se contente des fois de peu, tu sais. Même si on réussit puis on fait des millions ou peu importe, tu sais, on est des enfants. Moi, depuis que j'habite dans les Bahamas, puis je regarde l'argent qu'il y a là puis les gens qui réussissent à un niveau inimaginable. Pas que j'aspire à faire des milliards, là, loin de là, mais ça prend son lot de sacrifices que je suis pas prêt à faire. Mais je sens la saveur de l'extérieur quand je regarde qu'est-ce que toi tu fais. Puis ça, ben, je pense que ça amène l'entrepreneuriat en changement. Je pense vraiment que les gens ont tout à gagner à se présenter à ton événement. Oh man, ça compte beaucoup pour moi. Merci. C'est vraiment lourd ce qu'on fait. Et ça prend beaucoup de sacrifices. Donc, venant de quelqu'un comme toi, un entrepreneur de succès, que je valorise aussi, ta façon d'être, tes valeurs, tes principes, ton éthique. J'apprécie. Merci, Max. Yes. Yes. Take care. Man. Merci.